Lettres et carnets du front 1914-1918. Ton cher ami Hugon Léon. Tulle, le 18 septembre 1914. Bien chère Sylvanie, je ne peux pas m'empêcher de te dire que je suis dans une très mauvaise position. Je souffre le martyre. J'avais bien raison de te dire qu'avant de partir, il valait mieux être mort que d'être blessé. Au moins blessé comme moi. Toute la jambe est pleine d'éclats d'obus et l'os est fracturé. Tous les jours, quand on me pense, je suis martyr. Lorsqu'avec des pinces, on m'enlève les morceaux d'eau ou des morceaux de fer. Bon Dieu que je souffre. Après que c'est fini, on me donne un peu de Malaga, mais j'aimerais mieux ne pas en boire. Je ne sais pas quand est-ce qu'on me fera l'opération. Il me tarde bien et qu'on en finisse d'un côté ou d'un autre. En plus de ça, je suis malade. Hier, je me suis purgé. Ça n'a rien fait. Il a fallu qu'on me donne un lavement. On doit m'en donner un autre ce soir. Je ne sais pas si on l'oubliera pas. Peut-être ça me fera du bien. Enfin, je suis bien mal à mon aise pour pouvoir se bouger. J'ai de la peine à prendre le bouillon sur la table de nuit. Je t'assure que c'est triste dans ma chambre. Nous sommes 29, personne ne peut se bouger. Des jambes cassées et des bras et des fortes blessures et presque tous des réservistes comme moi. Je te dirais que je passe des mauvaises nuits. Si l'on m'avait évacué jusqu'à Agen, tu serais bienvenu me soigner et je serais été content d'être auprès de toi. Et aussi, toi, ma chère Sylvanie, de me voir, ça serait été triste et une joie. Pas comme si je n'avais pas été blessé. Mais que faire? C'est ma destinée. Maintenant je suis dans le pétrin et pour s'en sortir, je ne sais pas trop comment faire, comment ça finira. Enfin, ma chère Sylvanie, je te dis tout maintenant. J'ai pas voulu te le dire à la première pour ne pas te vexer, mais je vois que je suis obligé de t'aviser de ma situation. Ne te fais pas de mauvais sang. Je m'en fais pas parce que je suis pas seul. Vis en espoir, et si jamais je reviens, je verrai mon fils grandir, et je le dresserai pour travailler le bien de Vienceau, et moi, on me fera bien une pension. Je crois que je la gagne, quand bien même je ne pourrai pas trop travailler. Ça nous aiderait pour vivre. On ne sera pas encore trop malheureux, et Gaston commencerait de travailler. Il y a bien qui n'ont qu'une jambe et qui travaillent. Il faut espérer que tout ce que je dis là arrive. Prie Dieu, pour moi, qu'il me délivre de la souffrance. Je t'embrasse bien fort sur chaque joue, avec Gaston, le petit chéri. La Grande Guerre, 1914-1918. Adolphe Messimy, ministre de la Guerre, 1914. Vous savez ce que serait une guerre moderne. Vous savez que ce serait 3 millions d'hommes envoyés à la frontière. Ce que serait la suspension instantanée de toute activité économique, industrielle, commerciale, agricole. Et même si la victoire, comme j'en avais et j'en ai la confiance, devait couronner les efforts du pays, ne voyez-vous pas quelle ruine serait accumulée sur la nation qui n'aurait pas craint de recourir ainsi à la force des armes pour une cause qui ne voudrait pas une telle catastrophe ni un tel cataclysme, à un conflit sanglant dont l'issue eût été la mort de milliers de Français, nous avons préféré l'arrangement qui vient d'être l'objet de si vives et si violentes critiques. Nous avons cédé sans doute, en Afrique équatoriale, des territoires considérables par leur diversité. Mais que valait-il? Pas grand-chose, je vous l'avoue. La Grande Guerre, 1914-1918. Charles Corbin, 1914.
Monsieur de Chaulnes est arrivé et il a lu une note par laquelle le gouvernement allemand invitait expressément la France à déclarer sa neutralité dans un conflit éventuel entre l'Autriche et la Russie. L'entrevue n'a duré que 20 ou 25 minutes et a été émouvante. Monsieur Viviani avait sans peine à se contenir. Quant à Monsieur de Chaulnes, qui était assez sanguin de tempérament, je me rappelle l'avoir vu sortir du cabinet du ministre, rouge et congestionné. J'ajoute que M. de Chaulnes n'a pas du tout été troublé par les manifestations, car il parcourait à pied le trajet de la rue de Lille jusqu'au ministère sans être inquiété. La Grande Guerre 1914-1918. Walter Nicolai. Le 26 juillet, j'ai ordonné un renforcement du service des informations afin qu'il se tienne prêt en cas de tension politique extraordinaire. Ceci nous permit d'être informés avec certitude de la mobilisation générale en Russie le 31 juillet. C'est cette information qui amena le général von Moltke à demander à Sa Majesté l'Empereur de prononcer l'état de danger de guerre. La Grande Guerre, 1914-1918. Major von Nida. Une forte pluie se met à tomber. Le plan de Schlieffen, vaincre et s'imposer. Le premier coup tombe près de Liège. La frontière est de la France est renforcée. Nous devons traverser. L'objectif est donc, avec notre aile droite, de passer la frontière belge. Là encore, le chemin n'est pas vraiment libre. Les fortifications belges de Liège contrôlent la Meuse, les voies ferrées et l'avancée de l'aile allemande vers la frontière hollandaise. Les premières lignes abattent des kilomètres. Notre aide, Ludendorff. C'est à lui que revient, en tant que chef des opérations, la décision de commencer la bataille. Et, ce jour d'août 1914, le moment est arrivé. Ce que le cerveau de l'armée a conçu, le glaive du soldat l'accomplit. Le 1er août, au matin, je me rappelle l'ambiance de ce jour comme si c'était hier. 5 Sturmfänger à la tête de 5 brigades de Berlin traversent la frontière, l'Allemagne en pleine ébullition. Nous nous tenons dans le train, calmes, conscients de notre responsabilité, mais fiers d'être les premiers sur les lieux de la bataille. On demande aux troupes de se surpasser. Nous passons ainsi les ponts, au grand étonnement de la population qui, en rang serré, regardait évoluer notre marche vers les hauteurs ouest de la citadelle. Ludendorff, debout dans une auto, frappe du manche de son sabre les portes de la ville. Plusieurs centaines de soldats lèvent les bras pour se rendre. Par ce coup de sabre contre la porte, Ludendorff signe la mort de la Belgique. Mais un point nouveau nous permet enfin d'ouvrir définitivement le chemin. L'artillerie lourde allemande ouvre le chemin de la victoire et laisse pantois l'Allemagne et le monde entier. La Grande Guerre, 1914-1918. Vélène 2. Peuple allemand, maintenant le glaive doit trancher. En pleine paix, l'ennemi nous attaque, aux armes. Toute hésitation, tout tremblement constitue à présent une trahison vers la patrie. Il s'agit d'être ou de ne pas être à la hauteur de l'Empire que nos pères ont fondé. Il s'agit d'être ou de ne pas être cette force allemande et cette âme allemande. Nous allons nous défendre jusqu'au dernier souffle de nos hommes et de nos chevaux, et nous sortirons vainqueurs de ce combat, même contre un monde d'ennemis. Jamais l'Allemagne n'a été vaincue lorsqu'elle était unie, tous avec Dieu qui sera à nos côtés, comme il a été avec nos pères. La Grande Guerre, 1914-1918.
Alexandre Kerensky. La Russie, au commencement de la guerre, était coupée presque complètement de tout lien économique avec le monde. C'était la situation d'un énorme empire avec une armée de presque d'une dizaine de millions, au commencement. Après, c'était plus grand avec l'industrie qui n'était pas préparée pour la guerre des machines, comme le disait Lloyd George. Les chemins de fer et les mers de la frontière occidentale étaient coupés par l'Allemagne, par l'Austro-Hongrie et par la Turquie, les Dardanelles. Et si vous voulez, cette révolution, objectivement, il faudra dire, révolution économique, était très peu prévue, parce qu'on n'était pas sûr que les Dardanelles soient fermées. Et alors, toutes les usines et toute l'industrie qui produisaient pour le marché intérieur les marchandises emballées et les produits agricoles étaient peu à peu transformées pour faire des obus, des machines, des canons. D'autre part, dès le commencement de la guerre, on a supprimé complètement le commerce de la vodka. La Grande Guerre, 1914-1918. Maxime Weygand. Joffre prescrit alors aux 50e et 6e armées d'arrêter leur retraite, dès qu'elles ne courront plus le risque d'être accrochées, et aux 3e et 4e de rompre le combat et de se retirer sur la ligne de Reims à Vouziers. Ce jour-là, le maréchal French accepte de prendre part à la bataille, mais il y met de telles conditions que son concours devient incertain. D'autre part, Joffre demande au gouvernement de retarder le départ du gouvernement pour Bordeaux afin de ne pas démoraliser le pays. La Grande Guerre, 1914-1918. Paul von Hindenburg, soldat de la 8e armée. Les nombreux combats qui ont eu lieu dans les grandes plaines séparant Alestern de Nenenburg ont pris fin. Vous avez remporté une victoire foudroyante sur 5 corps d'armée et 3 divisions de cavalerie. Plus de 90 000 prisonniers, d'innombrables armes et munitions, plusieurs drapeaux et beaucoup d'autres bannières de guerre sont entre nos mains. Les quelques lambeaux de l'armée russe de Naro, évacués par l'encerclement allemand, fuient vers le sud pour passer la frontière. L'armée russe de Vilna a sonné la retraite pour quitter Königsburg. Vive Sa Majesté l'Empereur et le roi. Hurrah! La Grande Guerre, 1914-1918. Edward Weir, 1915. On marchait entre 35 et 45 km par jour et nous avions rempli nos sacs à dos avec des biscuits pour les manger en route. Il n'y avait qu'une chose pour nous, remonter le moral pendant la marche, c'était le chant. On chantait des refrains de Tipperary, inventés par les gars. La Grande Guerre, 1914-1918. 1915. Raymond Poincaré. De quoi demain sera-t-il fait s'il était possible qu'une paix boiteuse vînt jamais s'asseoir, essoufflée sur les décombres de nos villes détruites? Un nouveau traité draconien serait aussi aussitôt imposé à notre lassitude et nous tomberions pour toujours dans la vassalité politique, morale et économique de nos ennemis. Industriels, cultivateurs, ouvriers français seraient à la merci de rivaux triomphants et la France humiliée s'affaisserait dans le découragement et dans le mépris d'elle-même. Qui donc pourrait s'attarder un instant à de telles visions? Qui donc oserait faire cette injure au bon sens public et à la clairvoyance nationale? Il n'est pas un seul de nos soldats, pas un seul citoyen, pas une seule femme de France qui ne comprenne clairement que tout l'avenir de notre race, non seulement son honneur, mais son existence même, sont suspendus aux lourdes minutes de cette guerre inexorable. La Grande Guerre, 1914-1918. 1915, Élie Bloncourt.
En 1915, j'avais donc 19 ans. J'ai été mobilisé et incorporé avec ma classe d'âge. J'ai donc quitté la Guadeloupe, où j'étais né, pour venir en France, comme combattant de la Grande Guerre 14-18. Nous avons été embarqués sur le paquebot Champagne. C'était un bateau d'ailleurs spécialement affecté au transport des recrues antillaises, ceux qui avaient été mobilisés en Martinique et en Guadeloupe. Alors, ma foi, nous avons fait nos classes à Bordeaux, et puis, 3 mois après, beaucoup d'entre nous avons été dirigés. Le baptême du feu, nous l'avons eu en Orient, aux Dardanelles. On parle d'héroïsme, on parle des héros de la guerre 14-18. Au fond, c'est une expression qui ne me paraît pas strictement conforme à la réalité. Non, quand on est un homme, quand on tient la vie, indiscutablement, on a quelquefois quelques appréhensions. Moi, je serais surpris si un combattant de la guerre de 14-18 m'affirmait qu'il n'a jamais eu peur. La Grande Guerre, 1914-1918, 1915, Lady Rhonda. À New York, pendant les semaines précédant le dernier voyage du Lusitania, on parlait beaucoup de sous-marins. Les Allemands ont annoncé qu'ils allaient tout essayer pour faire couler le grand navire, ayant pour but d'installer un règne de terreur dans le monde entier. On devait arriver à Liverpool le samedi 8 mai, et nous avons tous imaginé qu'une attaque arriverait pendant la dernière nuit dans la mer d'Irlande. On avait tort. Le vendredi après-midi, vers 14 h, nous étions à quelque distance de la côte sud-ouest d'Irlande. Le vieux cap de Kinsale était visible devant nous quand arriva un bruit sourd, pas très fort, mais de toute évidence une explosion. C'est une sensation horrible de rester dans l'entrepont d'un navire en train de couler, même pour quelques instants. Mais malgré cela, je devais contrôler mon instinct et d'abord aller dans ma cabine pour chercher mon gilet de sauvetage et puis me rendre sur le pont. Pendant que je montais l'escalier en courant, le navire était déjà en train de sombrer. La Grande Guerre, 1914-1918, 1915. Edouard von Boon-Ermolli. Au début de l'année 1915, la seconde armée était encore en Pologne russe, après que, par son audace et sa perspicacité, elle ait contré l'offensive ennemie dans la Silésie prussienne et qu'elle ait fortement soutenu les troupes allemandes. Puis, dans l'hiver des Carpates, vint cette offensive incomparablement rude et sanglante pour libérer Przemyśl. Nous fûmes brisés par les profondes douleurs que peuvent occasionner la neige et la glace. Dans des combats glorieux, la seconde armée a tenu le coup jusqu'à ce que l'ennemi soit totalement saigné. Puis a commencé notre série de victoires dans les Carpates vers la Galicie. Nous avons pris Tarnów et, dans une dernière bataille, nous avons rejeté l'ennemi au-dessus de la Vistule. La victoire de Grodeck fut brillante et nous prîmes Lemberg. La Grande Guerre, 1914-1918. 1916, Franz Salvador von Habsburg-Lothringen. Sa royale et impériale majesté apostolique m'a chargé du poste de responsable du volontariat sanitaire pour l'année 1915, ce que j'acceptais avec soumission et dévotion. Je m'occupais donc des sociétés de la Croix-Rouge en Autriche, Hongrie et Bosnie-Herzégovine, et devais leur apprendre le noble amour du prochain et les devoirs que mérite la plus haute reconnaissance. Très touché par l'immense honneur de cette fonction qui unissait la Croix-Rouge à notre armée héroïque, je tiens ici à exprimer ma plus haute reconnaissance à Sa Majesté, qui aide non seulement tous les fonctionnaires du service des volontaires sanitaires, mais aussi ces innombrables aides ponctuelles auxquelles nous devons la réalisation de nos plans et qui nous permettent de remplir nos devoirs.
La Grande Guerre, 1914, 1918, 1916. Alfred von Tirpitz. L'Angleterre considère le monde comme un citron qu'elle seule, avec son monopole, peut presser. Avant que nous ayons un grand pouvoir sur la mer, avant qu'il y ait une flotte allemande de poids, un pouvoir politique s'est créé en Angleterre, dont l'adage était « Germania est delenda ». L'Allemagne doit être détruite. Les intentions du blocus sous-marin que nous avions déclaré n'étaient pas une mesure de revanche, mais que l'on ait pu les comprendre ainsi, car l'Angleterre défiait brutalement toutes les lois de la mer. Notre blocus sous-marin était bien plus légal. L'Allemagne se bat pour un grand idéal. C'est pourquoi je veux en appeler au sentiment patriotique de chacun. Allemagne, lève-toi, l'heure de ton destin a sonné. La Grande Guerre, 1914-1918, 1916. Karl von Flanzer-Baltin. Dans l'armée dont j'assure le commandement, toutes les nationalités ont combattu ensemble. Des régiments des Alpes, de Silésie, de Bohême, de Pologne, de Hongrie, de Croatie et de Bosnie. Tous ont été admirables combats et ont fait preuve du sens du sacrifice. Dans la Bucovine et dans la Galicie de l'Est, ces troupes, par leur action commune face aux dangers, même dans les temps les plus rudes, dans le dénuement le plus angoissant, ont non seulement illustré cette devise Viris Unitis par l'union des hommes, mais lui ont offert sa signification la plus profonde et furent un exemple pour tous les peuples. Un résultat dont on se souviendra. Cette armée était inanimée par le seul idéal d'un dévouement total et d'un sacrifice de soi sans borne. La Grande Guerre, 1914-1918, 1916. Lindas ou Lana, matricule 7865, au 1er, en Somalie, au 1er régiment colonial, à la 40e division du Maroc. J'ai été mobilisé ici, à Moroni. Après, je suis passé à Madagascar, à Diego Suarez. Après, je pars en France, sur le bateau Gimna. J'arrive dans le sud de la France. Je passe à Marseille et à Saint-Raphaël. Après ça, je passe au 15e bataillon, bataillon malgache. Après cela, je passe en Alsace et Lorraine, à ce qui était le 131e, en première ligne, dans les tranchées. Je suis resté en Alsace, peut-être un an. Après, je suis passé au bataillon de Somalie, avec les autres Comoriens. Je passe au front en Alsace, en Lorraine. La Grande Guerre, 1914-1918, 1916, Erich Ludendorff. Dans cet article, par lequel je prenais congé, je rappelais au peuple que, de même que la guerre mondiale avait surpassé en ampleur et en horreur toutes les précédentes guerres, de même, quel que soit le destin de l'Allemagne et de la Hongrie désarmée, la prochaine guerre mondiale surpasserait dans tous les domaines ce qu'a vécu l'Allemagne entre 1914 et 1918 et entraînerait les peuples de façon terrible et inimaginable dans des situations pitoyables. Ce n'est pour eux qu'une maigre consolation de voir que ceux qui tirent les ficelles au plan planétaire et leurs infâmes complices vont connaître ce même destin, tant sur le plan intérieur, extérieur, que sur celui de la chrétienté. La Grande Guerre, 1914, 1918, 1916, Gaston Doumergue. Elle a fait surgir des profondeurs où elles paraissaient endormies, où certains les disaient éteintes, où nos ennemis les croyaient à jamais mortes, les qualités et les vertus les plus nobles de notre race. Toutes celles qui, aux époques les plus critiques et les plus angoissantes de notre histoire, alors que l'existence même de la patrie semblait irrémédiablement compromise, ont su chaque fois réaliser le miracle d'assurer son salut, d'augmenter ses trésors de gloire
et de répandre plus largement son rayonnement dans le monde, en même temps que le sentiment de sa force accrue et de son génie plus anobli. Ce miracle qui, dès la première heure, a donné l'ordre unanime de fraternité et de confiance, a rapproché tous les Français, divisés la veille par des dissensions, dont beaucoup, espérons-le, ne renaîtront pas après la guerre, jusque-là renouvelées tous les jours depuis que celle-ci a commencé et que le barbare souille notre sol. La Grande Guerre, 1914-1918. Franz Conrad von Orzendorff, 1916. La guerre catastrophique que nous vivons actuellement aura eu cette conséquence intéressante de voir se renforcer le regroupement intime de toutes les nations sous notre monarchie, avec la solide volonté de protéger des ennemis cette patrie chère à nous tous. Ce n'est que si chacun remplit son devoir particulier, en gardant devant les yeux l'intérêt de tous, que nous pouvons espérer la victoire. C'est par ce libre exercice du devoir de chacun que tous les peuples de notre vaste royaume se sont retrouvés sous le pouvoir des armes. Depuis maintenant bientôt 15 mois, tous les ennemis relèvent la tête victorieusement. L'avenir reste préservé grâce à ce regroupement qu'il nous faut conserver pour toujours et qu'il nous faut renforcer. C'est le fondement le plus solide afin de conserver notre position. La Grande Guerre, 1914-1918, 1916. Chiang Kong-kyo, en Chine. On ne le savait pas que j'allais à Hong Kong, puis en France comme combattant. Je suis venu en 1916, je me suis sauvé. Quand je suis parti de Hong Kong, papa et maman croyaient que j'allais chez ma sœur. Je n'y suis pas allé. Je suis parti à Hong Kong et tout de suite, j'ai rencontré quelqu'un qui cherchait des gens pour partir en France. Le bateau, je connais. On entrait, ils nous en donnaient à manger. Pour monter dans le bateau, il y avait beaucoup de monde. Le bateau, c'est grand. Il fallait 40 jours pour venir. À 24 heures de Marseille, le bateau a sauté. Il y a eu beaucoup de morts. La Grande Guerre, 1914-1918, 1917. Theobald von Bethmann Hollweg. Cette guerre a enfanté une ère sanglante et un peuple nouveau, un type humain ébranlé au plus profond de sa sensibilité par de si monstrueuses expériences. Un peuple qui pourrait décrire les mots MOTS saisissants d'un poète aux idées tragiques, en rappelant que son fils le plus pauvre, lui, est aussi le plus fidèle. Une nation qui a éprouvé maintes fois chaque jour que seules les forces unies peuvent résister et vaincre un danger venant de l'extérieur. Messieurs, voilà des forces vives qui ne se laissent encadrer par aucun parti politique, qu'il soit de droite ou de gauche. La Grande Guerre, 1914, 1918, 1917. Alexandre Kerensky. Nous avons accepté pour l'intérêt de la Russie et pour la fin victorieuse de la guerre de reconstruire l'activité militaire sur le front russe pour arrêter la concentration des armées allemandes sur le front franco-anglo-italien. Cela, nous l'avons réussi. Cette grande chose était nécessaire pour la Russie et pour les Alliés. Ludendorff a écrit dans ses mémoires que l'offensive et l'activité du front russe pendant le régime Kerensky-Brusilov ont ruiné tous ses plans sur le front occidental. La Grande Guerre 1914-1918, 1917, Alexandre Ribot. C'est un fait historique d'une importance sans égale que l'entrée en guerre avec nous et nos alliés de la démocratie la plus pacifique qu'il y ait au monde. Après avoir souffert pour affirmer son attachement à la terre, la grande nation américaine déclare solennellement
qu'elle ne peut rester neutre dans cet immense conflit entre le droit et la violence, entre la civilisation et la barbarie. Le drapeau étoilé va flotter à côté du drapeau tricolore. Nos mains vont se joindre et nos cœurs battent à l'unisson. Pour nous, ce sera, après tant de souffrances héroïquement supportées, tant de plaintes et tant de ruines, le renouveau des sentiments qui nous ont animés, soutenus par de si longues épreuves. L'aide puissante, décisive, que nous apportent les États-Unis ne sera pas seulement un soutien matériel, ce sera surtout une aide morale et un véritable réconfort. Le gouvernement de la République française adresse au gouvernement et au peuple des États-Unis, avec l'expression de sa reconnaissance, ses vœux les plus ardents. La Grande Guerre, 1914-1918, 1917, débarquement américain. Les gars, je voudrais vous dire quelques mots MOTS avant de débarquer. Ceci est un événement mémorable dans l'histoire de l'Amérique. C'est la première fois qu'une force militaire américaine met le pied sur le sol ancien de la France. Quand nous nous battions pour notre indépendance, il y a longtemps, en 1876, la France nous a envoyé quelques-uns de leurs braves gars sous le commandement du général Lafayette pour nous aider dans notre lutte pour la liberté. Aujourd'hui, vous êtes les représentants d'une grande république, les États-Unis d'Amérique. La Grande Guerre, 1914-1918, 1917, cours de français. Have you seen any American soldiers? Avez-vous vu des soldats américains? Where are your headquarters? Où est notre quartier général? I want to find my regiment. Je veux rejoindre mon régiment. Have you seen the enemy? Avez-vous vu l'ennemi? I'm short of cartridge. Il me faut des cartouches. Can you give me any information about the enemy? Pouvez-vous me donner des renseignements sur l'ennemi? We are going to attack. Nous allons attaquer. Look out, a shell. Attention, un obus. La Grande Guerre, 1914-1918, 1917, René Viviani. Je sais bien qu'à l'heure actuelle, au milieu des empires centraux, se trouve un monarque absolu, qui rattache à lui, par les liens d'une fatalité de fer, d'autres peuples. On a dit que c'était le signe de la force. Ce n'en est que l'apparence dérisoire. Et en effet, il y a quelques semaines, à la veille du jour où l'Amérique frémissante allait se dresser de tout son élan, au lendemain du jour où la révolution russe, fidèle au pacte d'alliance, rappelait en même temps les soldats aux armes et le peuple à l'indépendance, on a vu ce monarque absolu trébucher sur les degrés de son trône, sentant froisser sur sa couronne le souffle des premières tempêtes. Et il s'est abaissé vers ce peuple et, afin de le gagner, il est allé emprunter aux nations libres leur institution suprême, en promettant à ses sujets le suffrage universel. La Grande Guerre, 1914-1918, 1917, Eddie Reichenbacher. J'ai commencé à penser à Dieu et à moi-même, parce qu'il ne restait qu'un seul magnéto. Et s'il ne marchait pas, quand j'essaierais de démarrer le moteur, je serais perdu. Je revenais en planant, pensant que même si je rencontrais des pilotes allemands, décollant de la base allemande en route pour le front, je serais bien derrière eux. Je devais rester inaperçu. Cela s'est passé exactement comme ça. Ils étaient 3 chasseurs ennemis. Je suis arrivé à 200 ou 300 mètres derrière le dernier de la formation, quand les Allemands, au sol, m'ont vu. Leurs anti-aériens ont tiré des obus noirs devant le premier chasseur, ce qui voulait dire avion ennemi à proximité. La Grande Guerre, 1914, 1918, 1917, Rudolf von
Ravenstein. Et maintenant, messieurs, j'en appelle à vous, personnellement, pour votre collaboration au succès de notre 7e emprunt de guerre, avec tout ce que cela entraîne. Nos emprunts de guerre font aussi partie de notre combat, qui va décider de l'avenir de notre peuple allemand. Combat que nous allons gagner avec notre force de travail, notre économie, tout autant qu'avec nos armes. Elles aussi font partie des actions et des heures décisives de notre histoire qui s'ajoutent l'une à l'autre en ces années de lutte de peuple. C'est pourquoi, messieurs, je dirais comme notre empereur Arriga l'a crié en ses troupes, sus à l'ennemi, pour que nous battions d'un cœur joyeux et d'une volonté de fer et que nous marquions, signe l'emprunt de guerre. La Grande Guerre, 1914, 1918, 1917, Emil Fischer. Bien qu'il soit difficile de prévoir l'évolution de la recherche, je pense pouvoir affirmer que le rapprochement de la chimie organique avec la biologie va avoir tendance à s'intensifier et porter ses fruits. Surtout, j'espère avec confiance que grâce à la production de la synthèse organique, nous allons parvenir par la chimie à exercer une influence radicale sur le développement de l'individu et provoquer des transformations qui dépasseront de loin tout ce à quoi on peut prétendre par la seule culture. La recherche scientifique allemande et la technique, qui en de nombreux points lui est très liée, connaissent une très grande évolution et ont, depuis le début de la guerre, été l'objet de mépris de la part des pays ennemis. La Grande Guerre, 1914, 1918, 1917, Luigi Cardona. Que les soldats d'aujourd'hui puissent être conscients de la tâche austère, grave et glorieuse qui leur est confiée. Que chaque commandant, chaque soldat sache son devoir sacré, lutter, vaincre, sans reculer, même d'un pas. Nous avons décidé, sur nos positions nouvelles, sur le Piave et au Selvio, à défendre l'honneur et la vie de l'Italie. Que chaque combattant sache quel est le cri et l'ordre jaillissant de la conscience du peuple italien tout entier. Mourir, ne pas se replier. Le chef d'état-major de l'armée, général Cadorna. La Grande Guerre, 1914-1918, 1917, Léon Bourgeois. C'est cette paix que, grâce à une telle armée, nous devons promettre, non seulement à ceux qui rentrent de là-bas dans notre France, mais seulement à ceux qui, au-delà de la barrière du feu, souffrent et résistent encore, mais encore et surtout à ceux qui ont succombé, ceux qui, au moment où leurs yeux se fermaient, sous ce ciel de France, qui depuis 3 ans, hélas, ne reflétait plus les couleurs françaises, ont eu certainement cette dernière pensée, ce dernier vœu. Fasse que mon sacrifice ne soit pas inutile, fasse que mes douleurs soient portées au compte de la justice, fasse que nos souffrances et notre mort aient cette vertu que nos enfants ne reconnaîtront pas dans les générations futures de pareilles souffrances ou de pareilles morts. La Grande Guerre, 1914-1918, Léon Trotsky, 1917. Camarades, la vieille Russie tsariste était un bloc unifié par un système reposant sur la violence et l'arbitraire. Au cours de la Première Guerre mondiale, qui fut si cruelle, ce système a décliné, s'est effondré et a entraîné dans sa chute la vieille Russie tsariste. Il a semblé à beaucoup que plus que jamais le peuple de Russie ne pourrait être uni à nouveau. Et voici que sous nos yeux s'accomplit le grand miracle historique. Le pouvoir soviétique rassemble dans l'unité les peuples de la vieille Russie tsariste. La Grande Guerre, 1914-1918. Témoins serbes, 1917.
quand le soldat français obtient 2 gâteaux. Il en mange un et il offre le deuxième au soldat serbe. Le soldat français obtenait 2 litres de vin par jour et les Serbes 1 litre. Alors, les Français demandaient en serbe « Serb ima limvina » y a-t-il du vin? Puis les Serbes secouaient leur gourde vide et disaient qu'elle était vide. Le Français versait alors du vin de sa gourde dans celle du Serbe. Après, ils portaient un toast ensemble disant « Vive la Serbie et vive la France !» La Grande Guerre, 1914-1918. Philippe Pétain, 1917. De tous les soldats qui participèrent à cette épopée, le fantassin de Verdun fut celui qui tout se ramenait et de qui tout dépendait. Premier artisan de la victoire, qu'il a conquise à force de souffrance, il est placé au plus haut dans le respect reconnaissant de la nation. Mais d'autres types de soldats sont entrés avec lui dans la légende, qui méritent aussi notre admiration. Les coureurs, les ravitailleurs, les canonniers, les aviateurs, les brancardiers. Tous, il faudrait vous nommer soldats de Verdun, soldats de l'avant et soldats de l'arrière. Car si je me mets à l'honneur comme il se doit, ceux qui tombaient au premier rang de la lutte, je sais que leur courage eût été vain sans le labeur obstiné, de jour et de nuit, poussé jusqu'à l'extrême limite des forces de ceux qui assuraient la montée régulière des renforts, des munitions et des vivres, ou l'évacuation des blessés, conducteurs des camions, de la voie sacrée, sapeurs des chemins de fer, ambulanciers. La Grande Guerre, 1914-1918, poème corse, 1917. Le troisième de ligne. Adieu le troisième de ligne, et adieu ces jolies filles, et nous rentrerons chez nous, où il y en a de plus belles, en nous attendant gentiment nos petites demoiselles. Dès que nous fûmes rendus là-bas, dedans le port de Saint-Jean, sitôt l'on nous dépouilla, et chacun songea d'habits, et nous y lut le rapport, chacun en prit pour 3 ans. Lorsque j'arrivai là-bas, dans la cour du quartier, et j'y vis tant de soldats, que cela me soulagea, me disant « Il y a tant, j'y pourrais rester aussi ». Le matin, vers les 5 heures, on sonne l'heure du café. Une douche d'eau bouillie, colorée de chicorée, c'est amer comme fiel, et de sucre, point n'en a. Puis arrive le sergent et dit « Astiquez-moi ça ». Et puis vient le caporal, qui ordonne les corvées. On supporte la fatigue, le pis et l'emmerdement. On obéit à un caporal. Puis encore qu'à sa maman. Les caporaux et les sergents, toujours sur le dos des soldats. Adieu le sac à brosse, avec tout le tremblement. Je le quitte sans regret. J'ai eu tout mon content. Quant au bleu qui le relève, que meilleure soit sa chance. La Grande Guerre, 1914-1918. John J. Pershing, 1918. À 5000 km d'ici, une armée américaine se bat pour vous. Tout ce à quoi vous tenez est en jeu, JEU. Seules les frappes les plus dures peuvent être efficaces contre l'ennemi que nous combattons. L'armée évoque l'esprit de nos ancêtres en vous demandant votre concours jusqu'au bout, afin que les grandes valeurs qui sont le fondement des États-Unis puissent continuer à exister sur cette terre. La Grande Guerre, 1914-1918. Ernst Morph, 1918. Je ne crois pas, en général, que le patriotisme ait rien à démêler avec la science. Je professe absolument et sans réserve cette opinion. La science n'a d'autre objet que la vérité pour elle-même.
sans autre souci des conséquences bonnes ou mauvaises, regrettables ou heureuses que cette vérité pourrait avoir dans la pratique. Celui qui par romantisme patriotique, religieux et même moral se permet, dans les faits qu'il étudie, dans les conclusions qu'il tire, la plus petite dissimulation ou l'altération la plus légère n'est pas digne d'avoir sa place dans le grand laboratoire, où la probité est, en titre, la mission plus indispensable que d'habitude. Ainsi comprises, les études communes, poursuivies avec le même esprit et dans tous les pays civilisés, forment aussi une grande patrie, qu'aucune guerre ne souille, qu'aucun concurrent ne menace, où les âmes trouvent le refuge et l'unité que la cité de Dieu leur a donnée en d'autres temps. La Grande Guerre, 1914-1918. Harry Lauder, 1918. Je suppose que cela vous change de m'entendre parler plutôt que de chanter. Pendant ma visite au front, les gars m'ont dit « Qu'est-ce que vous allez faire pour nous après la fin de la guerre ?» J'ai demandé ce qu'ils voulaient que nous fassions. Alors ils ont dit « Écoutez, l'homme qui rentre sain et sauf sera trop fier et honnête pour demander de l'assistance. Mais c'est pour les hommes qui sont blessés et mutilés qu'on veut que vous fassiez quelque chose.